Notre histoire humaine, telle que nous la connaissons, est incomplète. Pendant des décennies, nous avons pensé que notre voyage était une ligne droite, menant de simples ancêtres, ressemblant à des singes, jusqu'à nous, les Homo sapiens, l'unique espèce humaine sur Terre. Mais les profondeurs de la Terre et les secrets cachés dans notre propre ADN ont commencé à révéler une histoire bien plus étrange, plus riche et plus complexe. Une histoire où notre planète était autrefois peuplée non pas d'une, mais de plusieurs sortes d'humains intelligents. Certains étaient nos cousins robustes, comme les Néandertaliens. D'autres étaient des fantômes génétiques, connus seulement par de minuscules fragments d'os. Et l'un d'eux était si différent, si inattendu, qu'il a défié tout ce que nous pensions savoir sur ce que signifie être humain. C'est l'histoire des chapitres perdus de notre propre épopée. Si vous utilisez ces histoires pour vous endormir, c'est fait pour ça. Les récits épiques de notre propre famille humaine sont les plus puissants de tous. Alors, abonnez-vous peut-être, et dites-moi où vous êtes et quelle heure il est. Je lis les commentaires, et c'est un rappel de la tribu mondiale que nous sommes devenus. Maintenant, avant de nous aventurer sur une île perdue et dans une grotte sibérienne pour rencontrer nos parents oubliés, assurez-vous de cliquer sur ce bouton d'abonnement. Vous ne voulez pas manquer un seul moment de cette histoire. Notre enquête commence sur une île lointaine en Indonésie, appelée Flores. C'est une île d'une beauté luxuriante, mais aussi d'une étrangeté profonde, un lieu où l'évolution semble avoir suivi ses propres règles bizarres. C'est ici, en 2003, dans une grotte fraîche et sombre nommée Liang Bua, qu'une équipe d'archéologues indonésiens et australiens a fait une découverte qui allait stupéfier le monde. En creusant à travers les couches de sédiments accumulés, ils ont trouvé des outils en pierre simple et les os d'éléphants pygmées éteints, les stégodons. C'était intéressant, mais pas révolutionnaire. Puis, à une profondeur correspondant à environ 18 000 ans, une date qui serait plus tard révisée à plus de 50 000 ans, ils ont trouvé quelque chose d'autre. Un squelette. Ce n'était pas un squelette ordinaire. Il était incroyablement petit. Au début, ils ont pensé qu'il s'agissait d'un enfant. Mais en examinant les os de plus près, en particulier les dents usées et les articulations fusionnées, ils ont réalisé l'impensable. C'était un adulte. Une femme adulte, mesurant à peine plus d'1 mètre de haut, avec un crâne si petit que son cerveau n'aurait pas été plus gros que celui d'un chimpanzé. Qui était cette personne minuscule? Le squelette, catalogué sous le nom de LB1 et rapidement surnommé le Hobbit par la presse mondiale, est devenu une sensation et une énigme scientifique majeure. La première explication évidente était qu'il s'agissait d'un Homo sapiens, moderne atteint d'une maladie, peut-être une forme de nanisme ou de microcéphalie, une condition qui provoque un cerveau anormalement petit. C'était une explication rassurante, car l'alternative était trop radicale pour être envisagée. L'alternative était qu'il s'agissait d'une espèce humaine, entièrement nouvelle et inconnue, une espèce qui avait survécu jusqu'à une époque très récente, partageant potentiellement le monde avec nos propres ancêtres directs. Les scientifiques ont examiné chaque os avec une précision incroyable. Le crâne était petit, oui, mais sa forme n'était pas celle d'un humain moderne malade. Il avait des caractéristiques primitives, rappelant des ancêtres beaucoup plus anciens comme Homo erectus. Ses poignets avaient une forme archaïque, plus proche de celle des grands singes que de la nôtre. Ses pieds étaient proportionnellement énormes, avec un gros orteil plus court et légèrement divergent. Ce n'était pas un humain moderne malade, c'était autre chose. C'était une mosaïque, un mélange déroutant de traits anciens et modernes, emballé dans un corps minuscule. L'équipe de recherche, menée par Mike Morwood et Peter Brown, a pris une décision audacieuse. Ils ont déclaré qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce, Homo floresiensis. L'homme de Flores. Le débat scientifique a explosé. Une nouvelle espèce humaine. Si petite, si récente, cela semblait impossible. Pour comprendre qui étaient ces gens étranges, pour comprendre comment une telle créature a pu exister, nous devons laisser derrière nous la grotte fraîche et les débats scientifiques et voyager dans le temps. Nous devons nous immerger dans le monde perdu de Flores, il y a 50 000 ans, et rencontrer ces gens selon leurs propres termes. Imaginez ceci. Vous êtes dans une forêt tropicale dense et humide. La lumière du soleil peine à percer l'épaisse canopée. L'air est lourd de l'odeur de la terre mouillée et de la végétation en décomposition. Les sons sont étranges, le bourdonnement d'insectes inconnus, le cri perçant d'oiseaux exotiques, et parfois le barrissement grave d'un stégodon, l'éléphant pygmée qui erre dans cette forêt. C'est un monde à la fois familier et profondément différent. Et se déplaçant avec une agilité surprenante à travers ce monde se trouve Lia. Lia est une jeune femme de son peuple. Elle mesure à peine plus d'1 mètre de haut, mais son corps est robuste et musclé. Elle n'est pas une créature faible ou primitive. Elle est une survivante experte.
parfaitement adaptée à son royaume insulaire. Nous la voyons maintenant, se déplaçant silencieusement à travers le sous-bois. Ses grands pieds lui donnent une stabilité incroyable sur le sol inégal de la forêt. Ses yeux vifs scrutent les ombres, toujours à l'affût des dangers et des opportunités. Elle n'est pas seule. Elle fait partie d'un petit groupe, peut-être une dizaine d'individus, sa famille. Ils communiquent par une combinaison de sons gutturaux et de gestes précis. Leur but, aujourd'hui, est la chasse. Mais ils ne chassent pas les éléphants pygmées. Ceux-ci sont trop dangereux. Leur proie est quelque chose de bien plus étrange. Le rat géant de Florès. Dans ce monde insulaire inversé, les rats ont évolué pour devenir aussi gros que des chats domestiques. Et pour le peuple de Lia, ils sont une source de nourriture essentielle. La chasse est une démonstration d'intelligence et de coopération. Lia et son groupe ne comptent pas sur la force brute. Ils utilisent leur connaissance intime de la forêt. Ils savent où les rats géants ont leur terrier. Ils travaillent ensemble pour bloquer les issues de secours, puis utilisent des bâtons aiguisés pour effrayer les créatures et les faire sortir dans leurs pièges. C'est une stratégie complexe qui exige de la planification et une communication efficace. Lia est au centre de l'action, ses mouvements rapides et précis, son esprit vif anticipant les mouvements de la proie. Ils réussissent. Ils ont attrapé plusieurs rats, assez pour nourrir leur petit groupe. Alors qu'ils retournent à leur abri sous roche, nous voyons plus de détails sur leur vie. Ils maîtrisent le feu, une compétence essentielle héritée de leurs lointains ancêtres Homo erectus. Le feu leur fournit de la chaleur, une protection contre les prédateurs de la nuit, comme les dragons de Komodo qui habitaient peut-être aussi l'île à cette époque, et un moyen de cuire leur nourriture. Lia s'accroupit près du feu, préparant le repas. Elle utilise un outil en pierre. Ce n'est pas une hache grossière. C'est une petite pointe de pierre délicatement taillée, fixée à un manche en bois. L'outil est petit, adapté à ses petites mains, mais il est sophistiqué, tranchant et efficace. C'est l'un des plus grands mystères de Homo floresiensis. Comment une créature avec un cerveau de la taille d'un pamplemousse a-t-elle pu fabriquer des outils aussi complexes? Des outils qui, ailleurs dans le monde, étaient associés à des humains au cerveau beaucoup plus gros. Était-ce une preuve que la taille du cerveau n'est pas tout? Ou avait-il hérité de cette technologie d'ancêtres plus grands avant de rétrécir? Alors que la nuit tombe et que le petit groupe se rassemble autour du feu, partageant la nourriture, communiquant dans leur propre langue perdue, une image émerge. Ce ne sont pas des monstres, ni des erreurs de la nature. Ce sont des gens. Une branche unique et fascinante de l'arbre généalogique humain qui a suivi sa propre voie évolutive pendant peut-être 1 million d'années, isolée sur cette île étrange. Ils étaient la preuve vivante que l'évolution humaine n'était pas une échelle unique menant à nous, mais un buisson luxuriant aux nombreuses branches oubliées. Mais même alors que Lia et son peuple prospéraient dans leur monde isolé, d'autres drames humains se déroulaient sur la scène mondiale. À des milliers de kilomètres de là, dans une grotte froide de Sibérie, un autre mystère était sur le point d'être déterré. Un mystère qui allait révéler une autre branche perdue de notre famille. Une branche fantôme connue non pas par un squelette presque complet, mais par un seul et minuscule éclat d'os. Le puzzle de notre passé devenait de plus en plus complexe et fascinant. Comment le peuple de Lia, ces humains de Florès, est-il devenu si petit? L'explication n'est pas une maladie étrange. C'est un phénomène évolutif bien connu. Une sorte de règle magique qui s'applique lorsque des créatures se retrouvent piégées sur des îles. C'est ce que les scientifiques appellent le nanisme insulaire, devenir petit, et son opposé, le gigantisme insulaire, devenir géant. Et l'île de Florès est l'exemple le plus incroyable de ce phénomène au monde. Commençons par le nanisme. Imaginez qu'un groupe de grands animaux, comme des éléphants, se retrouve coincé sur une île après une montée des eaux. Sur le continent, leur grande taille était un avantage pour se défendre contre les lions et les tigres. Mais sur l'île, il n'y a pas de grands prédateurs. En revanche, la nourriture est limitée. Dans cet environnement, être grand devient un désavantage. Un grand corps a besoin de beaucoup de nourriture pour survivre. Les individus plus petits, qui ont besoin de moins de nourriture, ont plus de chances de survivre et de se reproduire. Sur des milliers de générations, l'espèce rétrécit. C'est exactement ce qui est arrivé sur Florès. Les ancêtres du stégodon, un type d'éléphant, sont arrivés sur l'île. Sur le continent, ils étaient des géants. Mais sur Florès, ils sont devenus des nains, certains pas plus grands qu'une vache. Le peuple de Lia a donc évolué aux côtés d'éléphants pygmées. Mais l'île joue aussi le tour inverse, c'est le gigantisme insulaire. Imaginez que de petits animaux, comme des rats ou des lézards, arrivent sur l'île. Sur le continent, leur petite taille les aidait à échapper aux prédateurs. Mais sur l'île,
ces prédateurs n'existent pas. Les petits animaux peuvent soudainement grandir sans être mangés. Ils ont accès à plus de nourriture et peuvent devenir plus forts. C'est ainsi que Flores s'est retrouvé avec des choses étranges. Des rats géants de la taille d'un chat, des cigognes géantes de presque 2 mètres de haut, et bien sûr, le prédateur ultime de l'île, le dragon de Komodo. Maintenant, appliquons cette règle à l'homme. Les scientifiques pensent que les ancêtres de l'IA étaient des Homo erectus, des humains grands et robustes qui ont réussi à traverser la mer pour atteindre Flores il y a peut-être 1 million d'années. Une fois piégés, ils ont été soumis aux mêmes règles que les éléphants. Les ressources étaient limitées. Les grands prédateurs du continent étaient absents. Un corps plus petit, nécessitant moins de calories, est devenu un avantage. Génération après génération, ils ont rétréci, devenant une version miniature de leurs ancêtres. Leur petite taille n'était pas une maladie, c'était une adaptation parfaite. C'étaient les humains pygmées d'un monde pygmée. Pour comprendre ce que cela signifiait, nous devons retourner à l'IA. Pour elle, ce monde à l'envers n'est pas étrange. C'est tout ce qu'elle a toujours connu. C'est sa maison. Nous retrouvons l'IA et un petit groupe de chasseurs, dont un jeune homme fort nommé Rin, qui se déplacent dans la forêt dense. Ils ne marchent pas avec insouciance. Ils sont constamment en alerte, leurs yeux scrutant les ombres, leurs oreilles écoutant le moindre bruit. Soudain, l'IA s'arrête. Elle lève la main. Le groupe se fige. Rin a senti la même chose, une vibration dans le sol, un grondement sourd. Puis ils l'entendent, le fracas d'arbres brisés. « Stégodon » murmure l'IA. Un petit troupeau d'éléphants pygmées déboule à travers la jungle. Pour nous, il semblerait petit, à peine la taille d'un buffle d'eau. Mais pour l'IA et Rin, qui ne mesurent qu'1 mètre, ce sont des montagnes de muscles en colère. Ils sont imprévisibles et incroyablement dangereux, surtout s'ils se sentent menacés. Le clan de l'IA n'essaie pas de les chasser, il les évite. Avec une agilité que leurs ancêtres plus grands auraient perdue, l'IA et Rin grimpent à un grand arbre, utilisant leurs bras encore longs et puissants, un écho de leur lointain passé de grimpeurs. Ils se cachent dans les hautes branches, leurs petits corps se fondant dans le feuillage. Le troupeau de stégodons passe en dessous d'eux, ignorant leur présence. C'est une rencontre quotidienne, un rappel constant que même si les éléphants sont nains, les humains le sont encore plus. La survie ici dépend de l'intelligence et de la discrétion, pas de la force. Une fois le danger passé, ils redescendent. L'éléphant n'était pas leur cible. Leur cible est à la fois plus petite et, pour eux, bien plus grande. Le rat géant. Ils continuent vers une partie plus humide de la forêt, près d'un petit ruisseau. Rin s'arrête et montre le sol. Des traces. Pas des empreintes de cerf, mais les grattages laissés par d'énormes griffes. Ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. L'IA repère l'entrée du terrier, un trou dans la berge de la rivière, presque aussi large qu'un ballon de football. Le peuple de l'IA ne peut pas rivaliser de vitesse avec ces rongeurs géants. Ils doivent utiliser leur cerveau. C'est une chasse de stratégie. Le groupe se divise. Rin et un autre chasseur prennent leur lance de bois durcie au feu et se placent silencieusement près de l'entrée principale du terrier. Ils restent immobiles, comme des statues. L'IA, de son côté, emmène un autre chasseur faire le tour de la berge. Elle a repéré ce qu'elle cherchait. Un autre trou, plus petit, une sortie de secours pour le terrier, cachée sous des racines. Elle sort son équipement le plus précieux, des braises incandescentes provenant du feu de leur camp, soigneusement enveloppées dans de grandes feuilles humides. Elle prend une poignée d'herbes sèches, les allume avec les braises et commence à souffler doucement. Bientôt, une épaisse fumée âcre commence à s'élever. L'IA et son partenaire n'allument pas un grand feu. Ils dirigent la fumée. Ils l'éventent avec de grandes feuilles de palmier, la forçant à entrer dans le petit trou d'aération. La fumée commence à remplir le réseau de tunnels souterrains. De l'autre côté, Rin attend. Il est parfaitement immobile. Il n'y a aucun son, à part le murmure de la rivière. Puis, c'est l'explosion. Une créature de la taille d'un petit chien, couverte d'une fourrure grise et emmêlée, jaillit du trou principal, aveuglée par la fumée et cherchant désespérément de l'air frais. C'est le rat géant de Flores. Avant même qu'il ne puisse comprendre ce qui se passe, la lance de Rin frappe. D'un mouvement rapide et précis, perfectionné par des années de pratique, il transperce la créature. Le rat géant est tué sur le coup. Le groupe se rassemble. C'est un triomphe. Ce seul rat fournira une quantité précieuse de protéines à leur famille pour plusieurs jours. Ils ont utilisé leur intelligence, leur connaissance de l'environnement et leur coopération pour abattre une proie qui, ailleurs dans le monde, serait considérée comme de la vermine, mais qui, ici, est un gibier de choix. Cette chasse illustre parfaitement le monde de Homo floresiensis.
Un monde où les éléphants sont petits, où les rats sont grands, et où les humains ont dû devenir petits et intelligents pour survivre. L'IA et son peuple n'étaient pas une expérience ratée de l'évolution. Ils étaient une réussite spectaculaire, les maîtres de leur île étrange pendant près d'1 million d'années. Mais leur petite taille cachait un autre mystère, un mystère qui allait défier la règle la plus fondamentale de l'évolution humaine, la croyance que pour être intelligent, il faut avoir un gros cerveau. Car les outils que l'IA et son peuple fabriquaient étaient tout sauf primitifs. Le peuple de l'IA n'était pas une erreur de la nature. C'étaient les maîtres de leur île étrange, parfaitement adaptés à un monde où les éléphants étaient petits et les rats étaient géants. Leur petite taille était leur plus grande force, une adaptation brillante à un environnement aux ressources limitées. Mais leur petite taille cachait un autre mystère, un mystère qui allait défier l'une des règles les plus fondamentales de l'évolution humaine. La croyance que pour être intelligent, pour fabriquer des outils complexes, il faut avoir un gros cerveau. Car les outils que l'IA et son peuple ont laissés derrière eux étaient tout sauf primitifs. Dans la grotte de Liangbua, aux côtés des os du Hobbit, les archéologues ont trouvé des milliers d'outils en pierre. Et ces outils racontent une histoire surprenante. Ce ne sont pas les hachereaux simples et grossiers associés aux premiers Homo erectus. C'est une boîte à outils beaucoup plus sophistiquée, comprenant des lames tranchantes, des pointes soigneusement façonnées, des grattoirs pour travailler les peaux, et même de petits outils délicats, probablement utilisés pour travailler le bois ou l'os. Certains de ces outils montrent une standardisation et une complexité de fabrication qui, ailleurs dans le monde à cette époque, étaient considérés comme la marque exclusive de Homo sapiens, notre propre espèce au cerveau volumineux. Comment est-ce possible? Comment une créature avec un cerveau de la taille d'un pamplemousse, plus petit que celui de certains de nos ancêtres, Australopithecus, qui ne fabriquait que les outils les plus simples, a-t-elle pu produire une technologie aussi avancée? C'est le paradoxe de Flores. C'est un défi direct à l'idée simple que gros cerveau égale intelligence égale outil complexe. L'histoire de Homo floresiensis suggère que la relation entre la taille du cerveau, l'intelligence et la technologie est beaucoup plus compliquée que nous ne le pensions. Plusieurs théories tentent d'expliquer ce paradoxe. Une idée est que les ancêtres Homo erectus de l'IA possédaient déjà une technologie relativement avancée lorsqu'ils sont arrivés sur l'île. Le peuple de l'IA n'aurait alors fait que maintenir cette tradition, fabriquant les mêmes outils sophistiqués, même si leur cerveau avait rétréci. C'est possible, mais cela soulève une autre question. Comment ont-ils pu maintenir une tradition technologique complexe pendant 1 million d'années avec un si petit cerveau? La fabrication d'outils complexes exige non seulement de l'habileté manuelle, mais aussi une planification, une mémoire et une capacité d'apprentissage importante. Une autre théorie, plus radicale, suggère que la taille du cerveau n'est pas le seul indicateur de l'intelligence. Peut-être que le cerveau de Homo floresiensis, bien que petit, était organisé différemment. Peut-être qu'il était incroyablement efficace, câblé, d'une manière qui lui permettait d'atteindre des capacités cognitives élevées, malgré sa petite taille. Après tout, chez les humains modernes, il n'y a pas de corrélation simple entre la taille du cerveau et l'intelligence. L'organisation interne du cerveau, la façon dont les différentes zones sont connectées, pourrait être bien plus importante que la taille globale. Le Hobbit nous oblige à repenser ce que signifie réellement être intelligent. Pour voir cette intelligence inattendue en action, nous devons retourner à l'IA. Elle n'est pas seulement une chasseuse habile, elle est aussi une artisane experte. Nous la retrouvons maintenant dans l'abri sous roche, assise près du feu. Elle ne se repose pas, elle travaille. Devant elle se trouve un nodule de roche volcanique dure. Elle tient dans sa main un percuteur en pierre soigneusement sélectionné. Ce n'est pas un martelage aléatoire. Chaque coup est précis, calculé. Elle prépare d'abord le noyau, enlevant de gros éclats pour créer une plateforme de frappe. Puis, avec des coups plus légers et plus contrôlés, elle commence à détacher de longues et fines lames du noyau. Ce ne sont pas de simples éclats. Ce sont des outils standardisés, chacun avec un bord tranchant comme un rasoir, parfait pour couper la viande ou travailler le bois. C'est une technique qui exige une planification considérable et une compréhension profonde de la façon dont la roche se fracture. Son petit cerveau travaille avec une concentration intense, coordonnant ses mains et ses yeux avec une précision remarquable. Rin, le jeune chasseur, observe. Il apprend. L'IA ne lui donne pas d'instructions verbales complexes. Elle lui montre. Elle guide ses mains. Elle lui apprend à sentir la pierre, à anticiper la fracture. L'apprentissage est visuel, tactile, basé sur l'imitation et la répétition.
C'est peut-être ainsi qu'une tradition technologique complexe a pu être maintenue pendant si longtemps avec un petit cerveau, par une transmission culturelle incroyablement efficace, basée sur l'observation et la pratique, plutôt que sur des explications abstraites. Plus tard, nous voyons l'IA utiliser l'un de ces outils finis. Elle a besoin de fabriquer une nouvelle lance en bois. Elle sélectionne une jeune pousse droite et solide. Avec l'une de ses lames de pierre tranchantes, elle commence à enlever l'écorce, puis à façonner la pointe. Le travail est rapide, efficace. En peu de temps, elle a créé une arme simple mais mortelle. Elle utilise ensuite un autre outil en pierre, plus petit et plus pointu, pour percer un trou à la base de la lance, peut-être pour y attacher des plumes afin d'améliorer sa trajectoire. Ce n'est pas le travail d'un singe, c'est le travail d'un esprit humain, capable de concevoir un outil, de planifier sa fabrication et de l'utiliser pour atteindre un but précis. La petite taille de l'IA ne la limite pas. Son intelligence, quelle que soit son organisation neurologique, est clairement à la hauteur de la tâche. Le paradoxe de Flores nous rappelle que l'évolution ne suit pas toujours une ligne droite et prévisible. L'intelligence n'est pas toujours une question de taille. Parfois, dans des environnements uniques comme une île isolée, l'évolution peut trouver des solutions surprenantes, créant des créatures qui défient nos attentes et nous obligent à repenser nos définitions les plus fondamentales. L'IA et son peuple étaient un témoignage de cette créativité évolutive. Ils étaient petits, mais ils étaient intelligents. Ils étaient isolés, mais ils étaient prospères. Ils étaient différents, mais ils étaient indéniablement humains. Ils étaient la preuve vivante que l'arbre généalogique humain était bien plus touffu et bien plus étrange que nous ne l'avions jamais imaginé. Mais même alors que l'IA et son peuple prospéraient dans leur monde insulaire unique, d'autres drames humains se déroulaient sur la grande scène du monde. À des milliers de kilomètres de là, dans les montagnes glacées de Sibérie, une autre découverte était sur le point d'être faite. Une découverte qui n'impliquait pas un squelette presque complet, mais juste un minuscule éclat d'os. Une découverte qui allait révéler une autre branche perdue de notre famille. Une branche fantôme connue non pas par sa forme, mais par le code secret caché au plus profond de ses cellules. Le puzzle de notre passé complexe et fragmenté était sur le point de devenir encore plus mystérieux. L'IA et son peuple étaient un témoignage de la créativité imprévisible de l'évolution. Petits, mais intelligents, isolés, mais prospères. Ils étaient la preuve que l'arbre généalogique humain était bien plus touffu et bien plus étrange que nous ne l'avions jamais imaginé. Le paradoxe de leurs outils sophistiqués et de leur petit cerveau restait un mystère fascinant, une énigme qui remettait en question nos idées les plus fondamentales sur le lien entre la taille du cerveau et l'intelligence. Ils étaient un chapitre perdu de notre histoire, un chapitre qui n'avait été redécouvert que par hasard dans une grotte isolée. Mais même alors que l'IA et son peuple prospéraient dans leur monde insulaire unique, leur temps était compté. Les archives fossiles suggèrent que Homo floresiensis a disparu il y a environ 50 000 ans. Pourquoi ? Nous ne le savons pas avec certitude. Peut-être qu'un changement climatique a modifié leur environnement fragile. Peut-être qu'une éruption volcanique majeure sur l'île, une région connue pour son activité volcanique, a scellé leur destin. Ou peut-être, juste peut-être, ont-ils finalement rencontré une autre espèce humaine, notre propre espèce, Homo sapiens, alors qu'elle commençait sa grande expansion à travers l'Asie du Sud-Est. Quelle que soit la cause, leur branche unique de l'humanité s'est éteinte, laissant derrière elle seulement ses os et ses outils comme indice silencieux de son existence. Nous pouvons imaginer une scène poignante. L'IA, maintenant une femme âgée, la matriarche de son clan, regarde le ciel. Mais ce n'est pas le ciel bleu familier. Il est sombre, obscurci par un épais nuage de cendres provenant d'un volcan en éruption au loin. Une fine cendre commence à tomber, tout comme elle l'avait fait pour le clan de Kael et Nia après l'éruption du Toba. Pour l'IA, qui n'a connu que la stabilité de son île, c'est un présage terrifiant. Elle rassemble son petit groupe, les menant plus profondément dans leur grotte, cherchant refuge contre un monde qui, une fois de plus, est en train de changer de manière imprévisible. C'est peut-être la dernière image que nous ayons d'eux, un petit peuple faisant face à une catastrophe avec le même courage silencieux qui avait défini leur longue histoire. L'histoire de Homo floresiensis nous enseigne une leçon d'humilité. Elle nous rappelle que notre propre succès en tant qu'espèce n'était pas inévitable. Elle nous montre que d'autres formes d'humanité intelligente ont existé, suivant leurs propres voies uniques pour finalement disparaître. Mais alors que l'histoire du Hobbit touchait à sa fin sur une île lointaine, une autre histoire, encore plus mystérieuse, commençait à peine à être découverte, à des milliers de kilomètres de là, dans les montagnes glacées de Sibérie.
Une histoire qui allait révéler une autre branche perdue de notre famille, une branche fantôme, connue non pas par un squelette presque complet, mais par un seul et minuscule éclat d'os. Le puzzle de notre passé complexe et fragmenté était sur le point de devenir encore plus étrange. Notre enquête nous mène maintenant loin de la chaleur tropicale de Florès, vers le nord, vers les montagnes de l'Altaï, en Sibérie méridionale. C'est une terre d'une beauté sauvage et austère, un paysage de montagnes escarpées, de forêts de pins et de rivières glaciales. C'est ici, niché dans une vallée fluviale, que se trouve une autre grotte qui allait changer notre compréhension de l'histoire humaine, la grotte de Denisova. Tout comme Liangbua à Florès, la grotte de Denisova est un trésor archéologique. Son emplacement stratégique et son intérieur spacieux en ont fait un lieu de résidence privilégié pour les humains pendant des centaines de milliers d'années. Et, tout aussi important, son climat froid et stable a créé des conditions exceptionnelles pour la préservation de l'un des indices les plus fragiles et les plus précieux du passé, l'ADN ancien. Depuis les années 1970, des équipes d'archéologues russes fouillent méticuleusement les couches de sédiments qui tapissent le sol de la grotte. Ces couches, comme les pages d'un livre, racontent une histoire qui remonte à près de 300 000 ans. Et pendant longtemps, l'histoire semblait familière, bien que passionnante. Dans les couches les plus profondes et les plus anciennes, ils ont trouvé des outils en pierre caractéristiques des Néandertaliens, nos robustes cousins européens et moyen-orientaux. Cela prouvait que l'aire de répartition des Néandertaliens s'étendait beaucoup plus à l'est qu'on ne le pensait auparavant. Dans les couches supérieures et plus récentes, ils ont trouvé des outils plus sophistiqués, ainsi que des perles et des pendentifs, la signature indubitable de notre propre espèce, Homo sapiens. La grotte de Denisova semblait être un carrefour préhistorique, un lieu où au moins deux types d'humains différents avaient vécu, peut-être à des époques différentes, peut-être même en se croisant. C'était une image fascinante, mais elle s'inscrivait dans le cadre de ce que nous pensions savoir sur l'histoire humaine. Jusqu'en 2008. Cette année-là, alors qu'il travaillait dans une couche de sédiments datant d'environ 30 000 à 50 000 ans, une période où l'on sait que les Néandertaliens et les humains modernes coexistaient dans la région, les archéologues ont trouvé quelque chose de minuscule, un fragment d'os. Il ne mesurait que quelques millimètres de diamètre. En l'examinant de plus près, ils ont réalisé qu'il s'agissait de la toute dernière phalange, l'os du bout du doigt, d'un jeune individu. L'os était trop petit, trop fragmentaire pour être identifié par sa forme seule. Était-ce un jeune néandertalien, un jeune Homo sapiens, ou juste un os d'animal non identifiable? Dans le passé, un tel fragment aurait pu être classé comme non identifiable et rangé dans une boîte. Mais nous étions maintenant au XXIe siècle, à l'aube d'une révolution scientifique. La capacité d'extraire et de lire l'ADN d'os anciens, même de fragments minuscules, était en train de devenir une réalité. L'équipe russe a pris une décision qui allait changer le cours de la paléoanthropologie. Ils ont décidé d'envoyer ce minuscule fragment d'os, catalogué sous le nom de Denisova 3, au seul endroit au monde capable de tenter l'impossible, le laboratoire de Svante Pääbo à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive à Leipzig, en Allemagne. L'objectif initial était modeste. Ils espéraient simplement extraire suffisamment d'ADN mitochondrial, une petite partie du génome plus facile à récupérer, pour répondre à la question de base, néandertalien ou humain moderne. Personne ne s'attendait à une révélation. Personne n'imaginait que ce minuscule éclat d'os allait ouvrir un tout nouveau chapitre, incroyablement mystérieux, de l'histoire humaine. Le petit os a commencé son voyage, quittant la poussière froide de la Sibérie pour la propreté stérile du laboratoire allemand. Il portait en lui un secret vieux de 50 000 ans. Un secret qui allait non seulement révéler l'existence d'une troisième sorte d'humain, mais qui allait aussi nous montrer que notre propre histoire était bien plus entremêlée, bien plus complexe que nous ne l'avions jamais rêvé. Le fantôme de la grotte de Denisova était sur le point d'être découvert. Le minuscule fragment d'os, Denisova 3, est arrivé à l'Institut Max Planck de Leipzig, en Allemagne. C'est l'un des laboratoires les plus avancés au monde, une sorte de scène de crime high-tech pour les mystères du passé. C'est ici que travaille le généticien suédois Svante Pääbo, un pionnier dans le domaine incroyablement difficile de l'ADN ancien. Pääbo et son équipe, notamment le chercheur Johannes Krause, ont passé des années à perfectionner les techniques pour extraire et lire les fragments d'ADN dégradés de fossiles vieux de plusieurs dizaines de milliers d'années. Ils travaillent dans des salles ultra propres, portant des combinaisons stériles, luttant constamment contre le plus grand ennemi de l'ADN ancien, la contamination par l'ADN moderne, y compris le leur.
Lorsque le petit os de Denisova est arrivé, l'objectif était simple. L'équipe a extrait un petit échantillon de poudre d'os et a commencé le processus pour isoler l'ADN mitochondrial, ADNMT. L'ADN mitochondrial n'est qu'une petite partie de notre code génétique, mais il est beaucoup plus abondant que l'ADN du noyau, et donc plus facile à récupérer dans les vieux os. Plus important encore, il est transmis uniquement par la mère, ce qui en fait un outil parfait pour suivre les lignées généalogiques à travers le temps. Ils allaient simplement comparer l'ADNMT de cet os à celui des Néandertaliens et des humains modernes, pour voir à quel groupe il appartenait. Johannes Krause a commencé à assembler les fragments d'ADNMT comme un puzzle. La séquence a commencé à apparaître sur son écran d'ordinateur. Il a fait la comparaison, et il n'en a pas cru ses yeux. Ce qu'il voyait n'avait aucun sens. La séquence n'était pas celle d'un humain moderne, mais elle n'était pas non plus celle d'un Néandertalien. Elle était autre. Il a vérifié et revérifié, pensant qu'il s'agissait d'une erreur, d'une contamination. Mais les résultats étaient clairs. La séquence était unique. Elle différait de l'ADNMT d'un humain moderne par près de 400 lettres génétiques. En comparaison, les Néandertaliens ne diffèrent de nous que d'environ 200 lettres. Cet individu était beaucoup plus éloigné de nous que ne l'était un Néandertalien. Pour trouver un ancêtre commun entre nous, les Néandertaliens et cet individu mystérieux, il fallait remonter non pas à 500 000 ans, mais à près d'1 million d'années. L'équipe était sous le choc. C'était l'équivalent scientifique de découvrir une nouvelle couleur primaire. Ce petit os n'appartenait ni à un humain moderne, ni à un néandertalien. Il appartenait à une lignée humaine entièrement nouvelle et inconnue. Une lignée qui s'était séparée de la nôtre bien avant la scission entre les néandertaliens et les Homo sapiens. Ils avaient découvert une troisième sorte d'humain, un fantôme génétique qui avait hanté les montagnes de Sibérie. Ils les ont appelés, tout simplement, les Denisoviens, du nom de la grotte où ils avaient été trouvés. Cette découverte, publiée en 2010, a été une bombe dans le monde de la paléoanthropologie. C'était la première fois qu'une nouvelle espèce humaine était découverte non pas par l'étude de la forme de ses os, mais uniquement par l'analyse de son ADN. C'était une façon entièrement nouvelle de faire de l'archéologie, une archéologie génétique. Mais l'ADN mitochondrial ne raconte qu'une partie de l'histoire. L'équipe de Peebo a réussi l'impossible. Ils ont réussi à extraire et à séquencer l'ADN nucléaire complet, le génome entier, de ce minuscule os de doigt. C'était un exploit technique stupéfiant. Et l'ADN nucléaire a raconté une histoire encore plus complexe et plus nuancée. Il a montré que les Denisoviens n'étaient pas si éloignés de nous que l'ADNMT le suggérait. En fait, ils étaient un groupe frère des Néandertaliens. Ils partageaient un ancêtre commun avec les Néandertaliens il y a environ 600 000 ans, et cet ancêtre commun partageait un ancêtre avec nous, Homo sapiens, il y a environ 800 000 ans. Les Denisoviens étaient donc les cousins asiatiques des Néandertaliens européens. Pendant que ce drame scientifique se déroulait à Leipzig, révélant une nouvelle branche de notre famille grâce à la technologie la plus avancée, imaginons un instant une scène parallèle, un drame humain qui s'est joué 1 million d'années plus tôt, une scène qui a donné naissance à l'autre branche perdue de notre famille, celle de l'IA. Nous sommes sur une plage d'Asie du Sud-Est, il y a peut-être 1 million d'années. Le monde est différent, le niveau de la mer est plus bas, mais les îles sont toujours séparées par des étendues d'eau dangereuses. Un petit groupe de Homo erectus est sur la plage, peut-être après avoir été chassé de son territoire par un autre groupe ou simplement en explorant. Ce sont des gens grands, robustes, avec de gros cerveaux et des outils en pierre efficaces. Ils voient à l'horizon une masse terrestre sombre, une île. Poussés par le besoin ou la curiosité, ils construisent un simple radeau de bambou, ou peut-être sont-ils emportés par une tempête sur des débris de végétation. C'est un voyage terrifiant. Ils dérivent pendant des jours, perdus en mer. Finalement, épuisés, déshydratés mais vivants, ils s'échouent sur la plage de cette nouvelle terre. C'est l'île de Flores. Ils explorent leur nouvelle maison. Ils trouvent des fruits, de l'eau et des animaux étranges qu'ils n'ont jamais vus. Mais ils réalisent aussi quelque chose d'important. Ils sont seuls. Il n'y a pas d'autres humains. Et la mer qui les entoure est trop large et trop dangereuse pour être traversée à nouveau. Ils sont piégés. Ce petit groupe de pionniers est devenu la population fondatrice. Ils étaient les ancêtres de l'IA. Coupés du reste du monde humain, ils ont été livrés à eux-mêmes, soumis aux règles étranges de l'évolution insulaire. Leur histoire n'allait pas être découverte par l'ADN, car le climat chaud et humide de Flores a détruit tout leur code génétique. Leur histoire n'a été découverte que grâce à leurs os, à leurs squelettes qui ont survécu par miracle. Ces deux histoires parallèles montrent le contraste saisissant de notre passé. D'un côté, l'histoire des Denisoviens, une histoire d'interconnexion, de vastes territoires et de mélange génétique, découverte uniquement par l'ADN.
De l'autre, l'histoire de Homo floresiensis. Une histoire d'isolement total, d'évolution étrange et unique, découverte uniquement par les os. Pendant que les ancêtres de l'IA rétrécissaient sur leur île, devenant une espèce entièrement nouvelle, les Denisoviens, eux, parcouraient un continent entier. Le minuscule os du doigt n'était que le premier indice. Les scientifiques se sont alors posé une question évidente. Si les Denisoviens existaient, s'ils étaient une branche majeure de l'humanité en Asie, ont-ils disparu sans laisser de traces? Ou, tout comme nous savons que les Homo sapiens se sont mélangés avec les Néandertaliens, nous sommes nous aussi mélangés avec ces mystérieux humains sibériens. La chasse aux fantômes génétiques dans notre propre ADN était sur le point de commencer. La découverte des Denisoviens a été un choc. L'analyse génétique d'un minuscule fragment d'os avait révélé l'existence d'une troisième branche majeure de la famille humaine, les cousins asiatiques des Néandertaliens. Mais cette découverte n'était que le début. Elle a immédiatement soulevé une question encore plus profonde et plus personnelle. Nous savions déjà, grâce aux travaux de Svante Pääbo, que les Homo sapiens, nos ancêtres, s'étaient mélangés avec les Néandertaliens. La plupart des gens d'origine européenne ou asiatique portent aujourd'hui en eux un petit pourcentage d'ADN néandertalien. La question était donc évidente. Si nos ancêtres ont rencontré les Néandertaliens, ont-ils aussi rencontré ces mystérieux Denisoviens? Et si oui, se sont-ils aussi mélangés avec eux? La chasse aux fantômes génétiques a commencé. L'équipe de Leipzig, maintenant armée du génome complet d'une Denisovienne, la fille du fragment d'os, avait un portrait robot génétique. Ils pouvaient maintenant comparer ce génome ancien à celui des populations humaines modernes vivant aujourd'hui. L'idée était simple. Si un groupe moderne possède des morceaux d'ADN qui ressemblent beaucoup à l'ADN dénisovien, mais pas à l'ADN africain, d'où Homo sapiens est originaire, c'est la preuve d'un métissage ancien. Ils ont commencé à tester des génomes de personnes du monde entier. Ils ont regardé les Européens. Résultat, de l'ADN néandertalien, comme prévu, mais pas de traces significatives de Denisoviens. Ils ont regardé les habitants de la Chine continentale, les Han. Résultat, de l'ADN néandertalien. Mais là encore, presque rien de Denisovien. C'était déroutant. La grotte de Denisova est en Asie. Si les Denisoviens étaient les humains asiatiques de l'époque, pourquoi n'avaient-ils pas laissé leur marque sur les populations asiatiques modernes? Le fantôme semblait s'évanouir, mais les chercheurs ont alors eu une idée brillante. Ils se sont tournés vers les populations les plus à l'est et au sud, des gens dont les ancêtres avaient atteint les confins de l'ancien monde. Les habitants de l'Océanie, en particulier les Papous de Nouvelle-Guinée et les aborigènes australiens. Ces populations font partie de la première grande vague de migration de Homo sapiens, hors d'Afrique. Pour atteindre la Nouvelle-Guinée et l'Australie, leurs ancêtres ont dû traverser l'Asie du Sud-Est il y a plus de 50 000 ans. S'ils avaient rencontré quelqu'un en chemin, ce serait eux. Les résultats sont tombés. Et ils étaient stupéfiants. Le génome des habitants modernes de Papouasie-Nouvelle-Guinée contenait non seulement de l'ADN néandertalien, mais aussi un pourcentage significatif, entre 3 et 6% d'ADN qui correspondait parfaitement au génome de la fille de la grotte sibérienne. C'était le pistolet fumant. C'était la preuve irréfutable. Non seulement les Homo sapiens avaient rencontré et s'étaient mélangés avec les Denisoviens, mais ce mélange avait été si important qu'il constituait une part substantielle de l'héritage génétique de millions de personnes vivant aujourd'hui. Cette découverte a eu deux implications immenses. La première était personnelle. Elle a redéfini notre propre espèce. Elle a prouvé que la plupart des humains modernes sont en fait des hybrides, un mélange de différentes lignées humaines anciennes. Notre succès n'est pas seulement dû à notre propre lignée sapiens, mais aussi aux gènes que nous avons hérités de nos cousins disparus. La deuxième implication était géographique, et elle était encore plus folle. Réfléchissez-y, la grotte de Denisova est en Sibérie, dans le nord glacial de l'Asie. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est une île tropicale au sud de l'équateur, à des milliers de kilomètres de là. Comment l'ADN d'un groupe sibérien a-t-il pu se retrouver dans une population tropicale? La seule conclusion logique était que les Denisoviens n'étaient pas seulement un petit groupe isolé dans les montagnes de l'Altaï. Ils devaient être une population immense et incroyablement répandue. Ils devaient avoir occupé tout le continent asiatique, des toundras glacées du nord aux jungles tropicales du sud. La fille de la grotte de Denisova n'était pas une exception. Elle était un seul indice d'un peuple fantôme qui dominait autrefois la moitié du monde. Les Denisoviens étaient les vrais humains asiatiques de l'époque. Et nos ancêtres Homo sapiens les ont rencontrés et se sont mélangés avec eux alors qu'ils traversaient ce vaste continent. Soudain,
Le puzzle de l'évolution humaine en Asie est devenu beaucoup plus clair et beaucoup plus étrange. Pendant des dizaines de milliers d'années, l'Asie n'était pas vide. Elle était peuplée par ce groupe humain distinct, les Denisoviens. Et nous n'avons presque aucun fossile d'eux. Nous connaissons ce peuple puissant et répandu presque entièrement grâce à l'héritage génétique qu'ils ont laissé en nous. Ils sont les fantômes ultimes de notre passé. Pendant que tout ce drame se jouait sur le grand continent asiatique, des migrations, des rencontres, des métissages qui allaient façonner le génome humain moderne, que se passait-il sur l'île de Florès? Qu'en était-il de l'IA et de son peuple? Retournons à Florès, 60 000 ans avant aujourd'hui. C'est l'époque exacte où, à des milliers de kilomètres de là, nos ancêtres, Homo sapiens, commençaient à rencontrer les Denisoviens dans les jungles d'Asie du Sud-Est. Nous retrouvons les descendants de l'IA. Et ce qui est frappant, c'est que rien n'a changé. La vie se déroule exactement comme elle l'a fait pendant des centaines de milliers d'années. Nous voyons un groupe de hobbits, peut-être les arrière-arrière-petits-enfants de l'IA, se déplacer dans la même forêt. Ils chassent les mêmes rats géants. Ils évitent les mêmes stégodons pygmées. Ils retournent dans le même abri sous roche, la grotte de Liangbua. Nous voyons une jeune femme, qui ressemble presque exactement à l'IA, s'accroupir près d'un feu. Elle fabrique un outil en pierre. Et c'est le même type d'outil, une pointe délicate, une lame tranchante, fabriquée avec la même technique sophistiquée. Leur monde est un univers en vase clos, un écosystème parfaitement stable et isolé. Ils n'ont absolument aucune conscience du drame épique qui se déroule au-delà de leur rivage. Ils ne savent pas que les Néandertaliens règnent sur l'Europe. Ils ne savent pas que les Denisoviens parcourent le continent asiatique. Et surtout, ils ne savent pas qu'une nouvelle espèce humaine, grande, élancée et dotée d'un langage complexe, Homo sapiens, est en train de se répandre sur le monde comme une vague. L'isolement de Homo floresiensis est ce qui les rend si spéciaux. Ils sont une expérience de contrôle de l'évolution. Ils nous montrent ce qui arrive à une lignée humaine lorsqu'on la laisse seule pendant 1 million d'années, sans influence extérieure, sans métissage, sans compétition avec d'autres humains. Ils ont suivi leur propre chemin, unique et bizarre. Pendant ce temps, sur le continent, l'histoire était tout le contraire. Ce n'était pas une histoire d'isolement, mais d'interconnexion, de mélange, de compétition. Le monde de 60 000 ans n'était pas peuplé d'une seule espèce humaine. C'était un monde à la Seigneur des Anneaux, peuplé d'au moins 4, peut-être 5 types d'humains différents. Les Homo sapiens en Afrique et au Moyen-Orient, les Néandertaliens en Europe, les Denisoviens en Asie et les Homo floresiensis sur leur île. Et peut-être d'autres, comme Homo luzonensis aux Philippines, que nous commençons à peine à découvrir. Ces deux mondes parallèles, celui de l'isolement de Florès et celui de l'interconnexion du continent, étaient sur le point d'entrer en collision. L'une de ces espèces, la nôtre, était en pleine expansion, et sa rencontre avec ces autres humanités allait sceller leur destin. Pendant que les ancêtres de l'IA, les Homo floresiensis, vivaient leur existence unique et isolée sur l'île de Florès, le reste du monde était en pleine effervescence. Il y a environ 60 000 ans, la planète Terre était un endroit bien plus diversifié sur le plan humain qu'aujourd'hui. Ce n'était pas un monde dominé par une seule espèce, la nôtre. C'était un monde de multiples humanités. Imaginons la carte de ce monde perdu. En Europe et en Asie occidentale régnaient les Néandertaliens robustes, les maîtres de l'âge de glace. En Afrique, notre propre espèce, Homo sapiens, commençait tout juste à émerger comme une force mondiale, certains groupes entamant leur grande migration hors du continent. Et nous savons maintenant que l'Asie, de la Sibérie glaciale aux jungles tropicales du Sud-Est, était le vaste empire des Denisoviens, ce peuple fantôme dont nous ne connaissons presque que l'ADN. Et puis, il y avait ces poches d'humanité encore plus étranges, comme les hobbits de Florès, et peut-être d'autres, comme Homo luzonensis aux Philippines, dont nous commençons à peine à découvrir l'existence. Pendant la majeure partie de notre histoire évolutive, ceci était la norme. Une planète partagée par différentes sortes d'humains intelligents. Notre situation actuelle, où nous sommes la seule espèce humaine restante, est une exception étrange et récente. Maintenant, regardons à nouveau la carte, mais concentrons-nous sur l'Asie du Sud-Est. C'est un carrefour crucial. Nous savons que nos ancêtres Homo sapiens sont passés par là lors de leur grand voyage vers l'Australie, il y a plus de 50 000 ans. Nous savons aussi, grâce à l'ADN des Papous modernes, que les Denisoviens étaient présents dans cette région et qu'ils se sont mélangés avec nos ancêtres. Et juste là, au milieu de ce carrefour, se trouve l'île de Florès. La question devient alors inévitable. Si Homo sapiens
Et les Denisoviens étaient au présent dans la région, ont-ils atteint Florès? Et s'ils l'ont fait, ont-ils rencontré le petit peuple qui y vivait depuis près d'1 million d'années? La rencontre entre les hobbits et les géants a-t-elle eu lieu? C'est l'une des questions les plus fascinantes et les plus frustrantes de la paléoanthropologie. Pour l'instant, nous n'avons aucune preuve directe. Nous n'avons trouvé aucun outil sapiens mélangé aux outils floresiensis dans la grotte de Liangbua. Nous n'avons pas pu extraire d'ADN des os de hobbits pour chercher des traces de métissage. La jungle chaude et humide de Florès est impitoyable pour la préservation de l'ADN ancien, mais l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Étant donné la proximité géographique et le fait que nous savons que Homo sapiens était capable de traverser des bras de mer pour atteindre l'Australie, il semble très probable, voire presque certain, qu'ils aient atteint Florès. Peut-être pas en grand nombre. Peut-être seulement quelques groupes d'explorateurs ou des individus égarés. Mais la rencontre a probablement eu lieu. Alors, à quoi aurait-elle pu ressembler? Pour imaginer ce moment, nous devons retourner à Florès. Il y a peut-être 55 000 ans. Nous retrouvons les descendants de Lia. Appelons l'une d'elles Lia II, en l'honneur de son ancêtre. La vie continue, largement inchangée. Lia II mène un petit groupe le long de la côte rocheuse, cherchant des coquillages à marée basse. C'est une journée ordinaire. Soudain, l'un des enfants pointe du doigt vers la mer, en poussant un cri excité et effrayé. Lia II lève les yeux, et elle voit quelque chose qu'elle n'a jamais vu, quelque chose qui n'appartient pas à son monde. Un objet étrange flotte sur l'eau, s'approchant lentement du rivage. Ce n'est pas un tronc d'arbre, c'est construit. C'est peut-être un simple radeau de bambou ou une pirogue primitive, endommagée par une tempête. Et sur cet objet, il y a des silhouettes. Le petit groupe de hobbits se cache derrière les rochers, observant avec un mélange de terreur et de curiosité intense. Le radeau s'échoue sur la plage. 2 silhouettes descendent. Elles sont immenses, presque 2 fois plus grandes que Lia II. Elles sont grandes et élancées, avec une peau plus sombre que la sienne. Elles bougent différemment. Leurs visages sont étranges, plats, avec un menton proéminent. Elles portent des ornements étranges, peut-être des colliers de coquillages différents des siens. Elles parlent entre elles dans une langue qui ressemble à de la musique rapide et complexe, totalement incompréhensible. Qui sont-ils? Sont-ce des Homo sapiens explorateurs, déviés de leur route vers l'Australie, ou sont-ce des Denisoviens des îles voisines? Nous ne le saurons peut-être jamais. Pour Lia II, ce ne sont pas des espèces différentes. Ce sont des géants, des créatures sorties des mythes de ses ancêtres sur le monde extérieur. Les géants semblent faibles, épuisés par leur voyage en mer. Ils s'assoient sur la plage, regardant autour d'eux avec confusion. Lia II observe depuis sa cachette. La peur initiale commence à laisser place à la curiosité. Il ne semble pas agressif. Il semble perdu. Après un long moment, Lia II prend une décision courageuse. Elle sort lentement de derrière les rochers, ses mains ouvertes pour montrer qu'elle ne représente aucune menace. Les géants la voient. Leur surprise est évidente. Ils n'ont probablement jamais vu un humain aussi petit. Ils se lèvent, mais ne font aucun mouvement hostile. Il n'y a pas de langage commun. La communication se fait par gestes simples. Lia II pointe vers elle-même, puis vers sa famille qui se cache. L'un des géants fait de même. Ils essaient de communiquer. Peut-être que Lia II, voyant leur état de faiblesse, leur offre un peu de nourriture, quelques coquillages ou un fruit qu'elle transportait. Un geste universel de bienvenue, ou du moins de non-hostilité. Peut-être que les géants restent quelques jours, réparant leur embarcation, reprenant des forces. Ils observent le petit peuple, fascinés par leur existence. Le petit peuple les observe en retour, apprenant peut-être de nouvelles techniques simples par imitation. Puis, un jour, les géants repartent, disparaissant à nouveau sur la vaste mer. Pour le peuple de Lia II, cette rencontre devient une légende. L'histoire des géants venus de la mer. Une histoire racontée autour du feu pendant des générations, devenant un mythe sur les origines de leur peuple ou sur les dangers du monde extérieur. Une rencontre brève, pacifique, qui n'a laissé aucune trace archéologique, aucune trace génétique, mais qui a marqué leur mémoire culturelle. Cette scène est purement spéculative, bien sûr, mais elle est plausible. Elle illustre la réalité stupéfiante de ce monde perdu. Un monde où différentes sortes d'humains pouvaient potentiellement se rencontrer, s'observer, interagir. Elle nous rappelle que l'isolement de Florès n'était peut-être pas absolu et que l'histoire humaine est pleine de rencontres oubliées et de connexions perdues.
La découverte de Denis, l'enfant hybride néandertal-dénisovien, nous a prouvé que de telles interactions entre espèces humaines différentes n'étaient pas seulement possibles, mais qu'elles se produisaient réellement. Le monde de 50 000 ans n'était pas un monde de frontières claires entre les espèces. C'était un monde fluide, un monde de métissage et d'échange. Mais ce monde diversifié touchait à sa fin. La vague de Homo sapiens qui se répandait à travers le monde n'allait pas seulement absorber ou remplacer les Néandertaliens et les Dénisoviens sur les continents. Elle allait aussi, directement ou indirectement, sceller le destin des humanités uniques qui s'étaient épanouies dans l'isolement des îles. La fin approchait pour les hobbits de Florès et pour les fantômes dénisoviens. Pendant près d'1 million d'années, le peuple de l'Ia, les Homo floresiensis, avait régné sur son royaume insulaire isolé. Ils avaient survécu aux changements climatiques, aux éruptions volcaniques, et avaient créé une culture et une technologie uniques, parfaitement adaptées à leur monde étrange. Leur histoire était un témoignage incroyable de la résilience et de l'adaptabilité humaine. Mais aucune histoire ne dure éternellement. Dans les couches de sédiments de la grotte de Liangbua, les indices de leur présence, leurs os, leurs outils, s'arrêtent brusquement. Les dernières traces de Homo floresiensis datent d'il y a environ 50 000 ans. Après 1 million d'années de succès, les hobbits de Florès ont disparu de la surface de la Terre. Pourquoi? Qu'est-il arrivé à cette branche unique et fascinante de notre famille? La disparition de Homo floresiensis est l'un des grands mystères non résolus de la paléoanthropologie. Contrairement aux Néandertaliens et aux Dénisoviens, dont nous pouvons étudier l'ADN pour trouver des indices, les os des hobbits n'ont pas livré leur secret génétique. Nous devons nous fier aux indices laissés dans la grotte et dans l'environnement de l'île elle-même. Et ces indices pointent vers plusieurs suspects potentiels. Le premier suspect est la nature elle-même, sous sa forme la plus violente, les volcans. Florès fait partie de la ceinture de feu du Pacifique, l'une des régions volcaniques les plus actives de la planète. L'île est parsemée de volcans, dont certains sont encore actifs aujourd'hui. Une éruption majeure, ou une série d'éruptions, aurait pu avoir des conséquences catastrophiques pour une petite population vivant sur une île isolée. Une épaisse couche de cendres volcaniques aurait pu empoisonner les sources d'eau, détruire la végétation et tuer les animaux dont dépendaient les hobbits. Une éruption massive aurait pu rendre l'île entière inhabitable pendant des années, voire des décennies. L'histoire du clan du rivage après l'éruption du Toba nous a montré à quel point une chute de cendres peut être dévastatrice. Pour une population déjà limitée à une seule île, une telle catastrophe aurait pu être fatale. Le deuxième suspect est le changement climatique. Bien que l'isolement insulaire ait protégé Florès des grands cycles glaciaires du Nord, le climat mondial n'était pas statique. Il y a environ 50 000 ans, le monde traversait une période de fluctuations climatiques. Ces changements auraient pu affecter l'écosystème unique de Florès. Peut-être qu'un changement dans les régimes de pluie a réduit les forêts dont dépendèrent les hobbits. Peut-être que cela a provoqué l'extinction des rats géants ou des stégodons pygmées, leur principale source de nourriture. Pour une espèce aussi spécialisée et isolée, même un changement environnemental apparemment mineur aurait pu suffire à rompre le fragile équilibre de leur survie. Et puis, il y a le troisième suspect, le suspect qui plane sur la disparition de toutes les autres espèces humaines, nous, Homo sapiens. Les dates coïncident de manière troublante. Les dernières traces de Homo floresiensis disparaissent juste au moment où les preuves archéologiques suggèrent que les premiers humains modernes arrivaient dans la région de l'Asie du Sud-Est et se dirigeaient vers l'Australie. Nos ancêtres étaient des colonisateurs incroyablement efficaces. Ils étaient plus nombreux, possédaient des technologies peut-être plus avancées, comme les arcs et les flèches, bien que nous n'en ayons pas la preuve directe à cette époque, et étaient porteurs de nouvelles maladies contre lesquelles les populations isolées comme celle de Florès n'auraient eu aucune immunité. La rencontre que nous avons imaginée entre l'IA2 et les géants venus de la mer était peut-être pacifique. Mais que se serait-il passé si les nouveaux arrivants étaient restés? Que se serait-il passé s'ils avaient commencé à chasser les mêmes proies, à utiliser les mêmes abris? La compétition pour des ressources limitées sur une petite île aurait été intense. Et l'histoire nous a montré à maintes reprises que lorsque Homo sapiens arrive dans un nouvel environnement, les espèces locales, y compris les autres humains, ont tendance à disparaître. Il n'y a aucune preuve de violence directe, pas de massacre, mais la simple pression de la compétition, combinée à l'introduction potentielle de nouvelles maladies, aurait pu suffire à pousser la petite population de hobbits vers l'extinction.
Pour imaginer les derniers jours de ce peuple oublié, nous devons retourner une dernière fois sur Florès. Plusieurs générations ont passé depuis la rencontre hypothétique avec les géants. Appelons notre personnage Helm, un jeune chasseur, peut-être l'arrière-petit-fils de l'Ia2. Son monde est devenu plus difficile. Le climat est plus sec. Les rats géants sont plus rares. Mais une menace plus grande plane. Un des grands volcans de l'île, silencieux depuis des générations, a commencé à gronder. De la fumée s'échappe de son sommet, et de petites secousses font trembler la terre. Un jour, l'avertissement cesse. Le volcan explose. Ce n'est pas une éruption aussi colossale que celle du Toba, mais pour l'île de Florès, c'est l'apocalypse. Une pluie de cendres chaudes et de pierres ponces s'abat sur la forêt. Le ciel s'obscurcit, l'air devient irrespirable. Helm et sa petite famille se réfugient dans la grotte de Liangbua, tout comme leurs ancêtres l'avaient fait pendant d'innombrables générations. Mais cette fois, c'est différent. La chute de cendres dure des jours. Quand elle s'arrête enfin, le monde extérieur est méconnaissable. La forêt luxuriante est devenue un paysage gris et silencieux, recouvert d'une épaisse couche de cendres. Les rivières sont empoisonnées, les animaux sont morts ou ont fui, la nourriture a disparu. Helm et sa famille survivent pendant un certain temps grâce aux réserves qu'ils avaient. Mais les semaines deviennent des mois. La forêt ne repousse pas, les animaux ne reviennent pas. Ils sont piégés dans leur grotte, affamés, regardant leur monde mourir. Un par un, les membres de la petite bande succombent à la faim, à la maladie, au désespoir. Helm est peut-être le dernier. Nous pouvons l'imaginer, assis seul à l'entrée de la grotte silencieuse, regardant un monde stérile, le dernier de son espèce, 1 million d'années d'histoire unique sur le point de s'éteindre avec lui. Ou peut-être que la fin a été différente, peut-être que le volcan n'a pas explosé, peut-être qu'un jour, Helm a vu un nouveau groupe de géants arriver sur la côte. Plus nombreux cette fois. Ils ne sont pas repartis. Ils se sont installés. Ils ont chassé les mêmes proies rares. Ils ont occupé les meilleures grottes. Le peuple d'Helm, déjà affaibli par les changements climatiques, n'a tout simplement pas pu rivaliser. Ils ont été lentement repoussés vers les marges de l'île, leur nombre diminuant à chaque génération, jusqu'à ce qu'ils disparaissent, non pas par la guerre, mais par l'attrition silencieuse. Quelle que soit la cause exacte, le résultat est le même. Il y a 50 000 ans, le Homo floresiensis s'est éteint. Une expérience humaine unique, un chapitre fascinant de notre histoire, a pris fin. Leur disparition est un rappel poignant de la fragilité de l'existence et du fait que l'évolution n'est pas une garantie de survie éternelle. Pendant ce temps, sur le grand continent asiatique, l'autre humanité oubliée, les Denisoviens faisaient face à sa propre fin imminente. Mais leur histoire de disparition allait être très différente. Ce n'était pas une histoire de catastrophe soudaine ou d'isolement total. C'était une histoire de mélange, de compétition et d'absorption par la vague montante de notre propre espèce. La fin des Hobbits a été une extinction. La fin des Denisoviens allait être une dissolution. La fin de l'Homo floresiensis a été abrupte et totale. Une catastrophe naturelle ou l'arrivée d'une nouvelle espèce a probablement anéanti leur petite population isolée, mettant fin à 1 million d'années d'une histoire humaine unique. Leur chapitre s'est terminé par une extinction. Mais qu'en est-il de l'autre humanité oubliée, les Denisoviens? Leur histoire de disparition est bien plus complexe, bien plus nuancée et bien plus intime. Les Denisoviens n'ont pas seulement disparu, ils se sont dissous en nous. Contrairement aux Hobbits, confinés sur une seule île, les Denisoviens étaient un peuple continental. Comme nous l'avons vu, leur héritage génétique s'étend de la Sibérie glaciale aux jungles tropicales de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils formaient une population vaste et diversifiée, les véritables maîtres de l'Asie pendant des centaines de milliers d'années. Ils ne pouvaient pas être anéantis par une seule éruption volcanique ou un seul changement climatique local. Leur fin a coïncidé avec un seul événement majeur, l'arrivée et l'expansion de notre propre espèce, Homo sapiens, à travers leur territoire. Que s'est-il passé lorsque ces deux humanités se sont rencontrées, non pas une seule fois, mais des milliers de fois, à travers un continent entier, sur des millénaires? Il n'y a aucune preuve de guerre généralisée ou de génocide. La réponse est probablement un mélange de deux facteurs, la compétition et l'assimilation. Le premier facteur est la compétition. Nos ancêtres,
Homo sapiens, qui sortirent d'Afrique, n'étaient pas nécessairement plus forts ou plus intelligents que les Denisoviens au niveau individuel. Mais ils avaient peut-être un avantage. Peut-être que leur langage, plus complexe, leur permettait de former des réseaux sociaux plus grands et plus stables. Peut-être que leur technologie, même si elle semblait similaire, leur donnait un léger avantage dans la chasse ou la collecte de nourriture. Sur une longue période, même un petit avantage de 1% peut faire une énorme différence. Dans un paysage où les ressources étaient limitées, nos ancêtres ont peut-être simplement surpassé les Denisoviens. Ils ont eu plus d'enfants qui ont survécu, occupant lentement les meilleures grottes, les meilleures zones de chasse, et repoussant les populations dénisoviennes, moins nombreuses, vers les marges. Mais le deuxième facteur est bien plus fascinant, et nous en avons la preuve formelle dans notre ADN, l'assimilation. Lorsque nos ancêtres ont rencontré les Denisoviens, ils ne les ont pas seulement combattus, ils ont fait l'amour avec eux. Nous savons, grâce à la découverte de Denis, l'hybride néandertalien dénisovien, que ces différents groupes humains n'étaient pas des espèces totalement séparées. Ils étaient interféconds. Ils pouvaient avoir des enfants ensemble. Et ils l'ont fait. Imaginons une scène qui a dû se produire des milliers de fois. Un petit groupe de Denisoviens, peut-être une famille élargie, vit dans une vallée montagneuse d'Asie centrale. Ils sont parfaitement adaptés à leur environnement froid et en haute altitude. Ils sont forts, robustes et connaissent chaque rocher de leur territoire. Un jour, un nouveau groupe arrive. Ce sont des Homo sapiens. Ils sont plus grands, plus élancés, et ils parlent une langue complexe et rapide. Au début, il y a de la méfiance. Mais les deux groupes sont humains. Ils reconnaissent l'intelligence dans les yeux de l'autre. Ils ont peut-être besoin l'un de l'autre. Le groupe sapiens est peut-être perdu ou a besoin de nourriture. Le groupe dénisovien, plus petit, voit peut-être un avantage à s'allier avec ces nouveaux venus. Ils partagent un feu. Ils échangent des outils ou de la nourriture. Et inévitablement, des liens personnels se forment. Un jeune chasseur sapiens est peut-être fasciné par une jeune femme dénisovienne, admirant sa force et sa connaissance de la montagne. Ou vice-versa. Des couples se forment, des enfants naissent. Ces enfants sont des hybrides. Ils portent en eux l'héritage des deux mondes. Mais imaginez la dynamique des populations. Les groupes de Homo sapiens étaient peut-être plus nombreux et arrivaient en vagues successives. Au fil des générations, le petit groupe dénisovien a été de plus en plus absorbé. Après 100 ans, le groupe de la vallée ne s'identifiait peut-être plus comme dénisovien. Il faisait partie du réseau sapiens en expansion. Leur langue unique s'est peut-être éteinte, remplacée par celle, plus dominante, des nouveaux arrivants. Leur apparence physique s'est diluée dans le nouveau pool génétique. Les dénisoviens, en tant que groupe distinct, ont disparu. Mais leur ADN, lui, a survécu. C'est une fin bien plus douce et plus complexe qu'une simple extinction. C'est une histoire d'absorption. Les Denisoviens n'ont pas été vaincus, ils ont été intégrés. Et cet héritage génétique n'était pas seulement une relique sentimentale. Il s'est avéré être un cadeau d'une valeur inestimable pour leurs nouveaux descendants hybrides. Lorsque les Homo sapiens sont arrivés en Asie, ils étaient des immigrants tropicaux, mal adaptés aux nouveaux défis du continent. Les Denisoviens, eux, y vivaient depuis des centaines de milliers d'années. Leur corps avait évolué pour survivre dans ces environnements. En se mélangeant avec les Denisoviens, nos ancêtres ont reçu un kit de survie génétique. L'exemple le plus célèbre est celui des Tibétains modernes. Ils vivent et prospèrent sur le toit du monde, à des altitudes où l'air est si pauvre en oxygène que la plupart des humains tombent malades. Comment font-ils? Ils possèdent une version spéciale d'un gène, appelé EPAS1, qui régule leur réponse au manque d'oxygène et les empêche de produire trop de globules rouges, un danger mortel en altitude. Ce gène miracle, les scientifiques l'ont découvert, ne vient pas de leurs ancêtres Homo sapiens. C'est un gène qu'ils ont hérité directement des Denisoviens. Imaginez, il y a 50 000 ans, un de nos ancêtres s'est accouplé avec un Denisovien quelque part en Asie. Cet acte d'amour a transmis un gène qui, des dizaines de milliers d'années plus tard, permettrait à leurs descendants de conquérir les plus hautes montagnes de la planète. C'est la preuve la plus poignante que les Denisoviens ne sont pas vraiment partis. Leur histoire n'est donc pas celle d'une fin, mais d'une transformation. Alors que le peuple de Lia sur Flores a vu son chapitre se fermer brutalement, comme un livre que l'on claque, les Denisoviens ont vu leur histoire fusionner avec la nôtre. Leur sang coule toujours dans les veines de milliards de personnes en Asie et en Océanie. Leur fantôme n'est pas dans une grotte de Sibérie, il est en nous. La fin de l'ère des humanités multiples était arrivée. Une espèce, Homo sapiens, avait absorbé certains de ses cousins et en avait remplacé d'autres.
Mais ce que ces deux découvertes, le Hobbit et le fantôme, nous ont appris, c'est que notre présent solitaire est une illusion. Notre passé était un monde partagé, un monde riche de diversité humaine, et nous sommes le produit final, hybride et complexe, de ce monde perdu. L'histoire des Dénisoviens n'est pas celle d'une fin, mais d'une transformation. Alors que le peuple de l'Ia sur Flores a vu son chapitre se fermer brutalement, comme un livre que l'on claque, les Dénisoviens ont vu leur histoire fusionner avec la nôtre, laissant derrière eux un héritage vivant dans notre propre ADN. Ces deux découvertes extraordinaires, le Hobbit et le fantôme, ont complètement bouleversé notre compréhension de notre propre passé. Elles nous ont montré que l'histoire humaine n'est pas une ligne droite simple menant inévitablement à nous, mais un buisson touffu et désordonné, plein de branches perdues, de rencontres inattendues et de mystères profonds. Que nous apprennent donc ces humanités oubliées? La première leçon est celle de la diversité. Pendant la majeure partie de notre histoire évolutive, la Terre n'était pas habitée par une seule espèce humaine, mais par plusieurs. C'était un monde à la Seigneur des Anneaux, avec différentes sortes de gens partageant le paysage. Les Néandertaliens robustes, les Dénisoviens mystérieux, les minuscules Homo floresiensis, et peut-être d'autres que nous n'avons pas encore découverts. Notre situation actuelle, où Homo sapiens est la seule espèce humaine restante, est une anomalie très récente et très étrange. Nous sommes les survivants solitaires d'un monde autrefois beaucoup plus riche et diversifié sur le plan humain. La deuxième leçon est celle de l'adaptabilité incroyable de la lignée humaine. La Homo floresiensis nous montre que l'évolution humaine peut prendre des chemins complètement inattendus, créant des adaptations bizarres, comme le nanisme extrême, en réponse à des environnements uniques. Les Dénisoviens nous montrent une adaptabilité d'un autre type, une capacité à prospérer dans une gamme d'environnements incroyablement vastes, des montagnes glacées de Sibérie aux jungles tropicales de Nouvelle-Guinée. L'humanité n'est pas une seule chose. C'est une collection d'expériences évolutives, une série de solutions différentes aux problèmes de la survie. Mais la leçon la plus profonde et la plus personnelle est celle de notre propre nature hybride. La découverte que nos ancêtres, Homo sapiens, se sont mélangés non seulement avec les Néandertaliens, mais aussi avec les Dénisoviens, change fondamentalement notre définition de ce que signifie être un humain moderne. Nous ne sommes pas une espèce pure. Nous sommes des mosaïques. Nous sommes le produit final d'un long et complexe processus de rencontre, de compétition et de métissage entre différentes lignées humaines anciennes. Presque toutes les personnes vivant aujourd'hui en dehors de l'Afrique portent environ 1 à 2% d'ADN néandertalien. C'est un petit pourcentage, mais il est réparti sur l'ensemble de notre génome, influençant des traits allant de notre système immunitaire à la couleur de notre peau et de nos cheveux. C'est l'héritage tangible de nos rencontres avec nos cousins européens. Et pour des centaines de millions de personnes en Asie et en Océanie, il y a une couche supplémentaire d'héritage, l'ADN dénisovien. Chez les habitants de Papouasie-Nouvelle-Guinée, cet héritage peut atteindre 6%, un témoignage de rencontres multiples et significatives avec ce peuple fantôme. Cet ADN n'est pas seulement une curiosité historique, il a eu des conséquences réelles et importantes sur notre survie. Le gène EPAS1 qui permet aux Tibétains de vivre en haute altitude est un cadeau direct des Dénisoviens. D'autres gènes dénisoviens nous ont aidés à combattre de nouvelles maladies ou à nous adapter à des climats froids. Nous sommes en partie ce que nous sommes aujourd'hui grâce aux gènes que nous avons hérités de ces peuples disparus. L'histoire du Hobbit et du fantôme nous oblige donc à repenser notre place dans le monde. Nous ne sommes pas le sommet inévitable d'une échelle évolutive. Nous sommes la dernière branche survivante d'un buisson autrefois luxuriant. Et cette branche survivante est elle-même un mélange complexe des autres branches qui ont été perdues. L'histoire de l'IA, sur son île isolée, nous rappelle la fragilité de l'existence et comment l'évolution peut prendre des chemins étranges et merveilleux pour finalement s'éteindre. Son peuple est un chapitre fascinant mais clos de l'histoire humaine. L'histoire des Dénisoviens, en revanche, est une histoire qui continue. Bien qu'ils aient disparu en tant que peuple distinct, leur essence, leur code génétique, survit en nous. Ils sont les fantômes dans notre machine, les voix silencieuses de notre passé complexe qui influencent encore notre présent. Ces découvertes sont récentes. L'histoire est loin d'être terminée. Chaque année, de nouveaux fossiles sont découverts, de nouvelles analyses génétiques sont effectuées, révélant de plus en plus de détails sur ce monde perdu des humanités multiples. Qui sait quels autres fantômes attendant d'être découverts dans les grottes oubliées ou cachés dans les replis de notre propre ADN?
Ce que nous savons avec certitude, c'est que notre histoire est bien plus étrange, bien plus riche et bien plus interconnectée que nous ne l'avions jamais imaginé. Nous sommes les produits d'un passé rempli de rencontres, de conflits, de mélanges et de mystères. Les humanités oubliées, comme Homo floresiensis et les Denisoviens, ne sont pas seulement des curiosités scientifiques. Elles sont une partie essentielle de notre propre histoire d'origine. Elles nous rappellent que la définition de l'humain a été, pendant la majeure partie de notre existence, beaucoup plus large et plus inclusive qu'elle ne l'est aujourd'hui. Nous sommes les derniers représentants d'une famille autrefois nombreuse et diversifiée, et nous portons en nous les échos silencieux de tous ceux qui nous ont précédés.